J'aimerais développer devant vous quelques réflexions à propos d'une déchirure profonde qui traverse le discours et surtout notre réflexion sur l'homme. Quiconque travaille dans le domaine de la philosophie ou dans celui des sciences humaines et sociales, ou quiconque tout simplement s'y intéresse, ne cesse de rencontrer cette déchirure qui, depuis 2 siècles, ne cesse d'être réouverte après chaque tentative de la refermer. Il faut donc croire qu'elle résulte d'un conflit qui est logé au cœur même de la manière dont nous concevons l'être humain, donc la manière dont nous nous concevons nous-mêmes. Dans ce grand mouvement de sécularisation qui débute à la Renaissance, l'homme cherchera son fondement, sa consistance et la clé de son identité, non plus en dehors de lui-même, mais dans sa propre intériorité. Et cette intériorisation de la transcendance divine amènera l'homme occidental à chercher désormais sa complétude dans une image idéale dont il sera lui-même le créateur et la créature. D'un côté, nous savons depuis au moins 1 siècle et demi, mais en fait depuis plus longtemps, et au-delà de tout doute raisonnable, que les humains que nous sommes donc des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants. Nous savons plus concrètement que l'unité et l'identité de l'humanité sont celles d'une espèce biologique. Nous savons aussi que la venue à l'existence de cette espèce s'inscrit dans une histoire du vivant qui la déborde. Cette histoire elle-même s'est déployée et se déploie encore sur une planète de moyenne dimension, d'un système solaire quelque peu excentré, dans une des innombrables galaxies qui peuplent l'univers, du moins l'univers qui nous est connu. Comment sortir de ce ségrégationnisme qui, en fait, nous empêche de nous connaître nous-mêmes, sans basculer vers l'autre branche du dilemme, qui est la branche du réductionnisme biologiste ou physicaliste. Car paradoxalement, le paradigme de l'exception humaine est aussi et conjointement à la base du réductionnisme sous toutes ses formes. Du moins, la thèse de l'exception humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui, en gros, remonte à la naissance de la modernité. Contrairement à nos autres rapports avec le monde, avec la réalité, l'art ne nous met pas en contact avec de simples réalités intramondaines, mais il nous donne accès à une réalité extatique, qu'il s'agisse du fond caché de l'être, de l'essence du monde ou de réalités surnaturelles ou surréelles. 3e trait, la définition de l'artiste comme étant une figure à la fois souveraine et médiatrice. La thèse de l'art moderne, on l'a vu à travers Paul Klee, est indissociable de la thèse de la souveraineté de l'artiste, à qui on reconnaît la capacité de faire advenir l'art par une décision absolument libre. Pourtant, cette souveraineté n'est pas celle d'un subjectivisme débridé. L'originalité de l'œuvre, donc sa valeur d'expression subjective, est de façon paradoxale directement proportionnelle à son universalité, puisque seule la subjectivité souveraine est à la fois cause d'elle-même et de tout ce qu'elle extériorise. C'est en cela que l'artiste est une figure de médiateur entre l'homme empirique et l'homme authentique que nous attendons toujours. Il est le seul homme dont l'intériorité subjective coïncide pleinement avec la vérité ultime de l'homme et de l'univers. Et je vais me tourner de nouveau vers le champ des arts et des lettres, et plus précisément vers la question de la fiction. La fiction existe dans toutes les cultures humaines, sinon en tant que genre artistique socialement stabilisé, du moins en tant que pratique ludique qui fait partie de la vie vécue. Elle est notamment omniprésente chez les enfants dans toutes les cultures et elle fonctionne exactement de la même manière. Il y a de nombreuses études comparatives qui montrent que les jeux fictionnels des enfants ont exactement la même structure que ce soit chez nous ou en Nouvelle-Guinée. La question est importante puisque de nos jours encore, en réalité, elle ressurgit dans les discussions consacrées à l'effet d'entraînement possible de certains types de fictions, notamment les fictions violentes, télévisuelles ou cinématiques ou autres. Donc la question de savoir comment nous traçons une frontière entre le traitement sérieux et le traitement fictionnel des représentations est très très importante. Le problème est qu'en même temps, pour que la fiction, pour que je puisse la comprendre, il faut que je la nourrisse de mes connaissances du monde réel, parce que je ne peux pas la comprendre si par ailleurs je n'ai pas 1000 connaissances réelles qui me permettent de mettre quelque chose de précis sur tel visage ou sur telle scène, etc. Et aussi, pour que je puisse l'apprécier, il faut bien que je l'intègre dans mon propre monde.
Je vis dans un seul monde qui est le mien, la réalité dans laquelle je vis. Et si la fiction doit m'intéresser, c'est bien dans ce monde-là qu'elle doit m'intéresser. Donc, il ne peut pas y avoir de séparation stricte entre les deux bases de données, disons. On aurait d'un côté une base de données fictionnelle et de l'autre une base de données réelle, avec entre les deux un mur qui les séparerait. En fait, non, il y a une sorte de membrane qui laisse passer certaines choses d'un côté ou de l'autre. Et on a beaucoup réfléchi sur, d'abord, qu'est-ce qui passe d'un côté et de l'autre, et comment ça se fait. Et en réalité, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent du côté de la fiction vers le réel qu'on ne le pensait, et y compris des informations massivement fausses qui entrent dans nos croyances communes. Ça, c'est exactement ce que Platon pensait de la fiction. Il pensait que c'était ça le danger de la fiction, qu'il était possible qu'elle ne reste pas confinée dans sa bulle, mais qu'elle sorte dans le monde et qu'elle génère des monstres. Et je pense qu'en prenant en compte cette réalité, justement, que nous ne devrions pas prendre en compte si nous acceptions la thèse que nous sommes des êtres humains et qu'il n'y a rien de commun entre nous et les autres êtres vivants, nous ne devrions pas accepter que des choses comme ça puissent arriver. C'est-à-dire que notre conscience puisse en fait être incapable de juger si une représentation est valide ou n'est pas valide. Or, c'est bien ce qui se passe. Et si c'est le cas, alors une vision intégrée ou intégrationniste de l'être humain, je pense, non seulement peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais peut aussi nous aider à nous méfier de nous-mêmes.